On dit que le premier événement notable de ce monde est la création de l'écriture en environ moins 3400. Ces premiers écrits seraient des inventaires ou des journaux tenus par des personnes importantes des villes et des villages. Sans l'écriture, nous n'aurions jamais su comment les autres civilisations sont arrivées à survivre et à évoluer. L'écriture n'est pas seulement une manière de communiquer avec le futur ou pour comprendre le passé. Elle sert aussi à suivre les événements présents, le tout grâce à des journaux et à des messages, qu'ils soient textes ou instantanés. Parlez avec des personnes qui sont loin de vous, ou, pour plus de secrets entre deux amis, l'écriture est partout et d'une utilité sans faille qui ne faiblira jamais. Bien entendu, pour pouvoir écrire, il faut savoir. Et, pour les anciennes civilisations, l'éducation est un droit réservé à l'élite et, donc, si une personne savait lire et écrire, elle appartenait à une caste sociale plus élevée. Bref, malgré tout ce que plusieurs personnes peuvent penser, l'écriture est l'un des piliers de ce monde. En 122 avant Jésus-Christ, Jipha, un fils de roi, de qui il reçut le royaume de Zhou, devint le plus grand empereur de la Chine. Son père avait dédié sa vie à faire tomber les Shang, un empire tyrannique qui contrôlait le quart de la Chine, mais qui régnait d'une main de fer. Jipha, après avoir battu Dixin, changea son nom pour Wu Wang, voulant dire roi Wu de Zhou. Dans le but d'unir les royaumes de la Chine, Wu offrit des terres aux nobles pour avoir leur gentillesse. Son règne signa l'âge d'or de la Chine, qui dura pendant 350 ans, un des plus longs règnes du monde. Wu est monté au pouvoir pour que Dixin, le souverain précédent, ne puisse continuer de mener son peuple à la ruine en se servant de ses pouvoirs pour se faire plaisir. On dit que l'être humain évolue et change au fil du temps. Pourtant, encore aujourd'hui, des souverains devenus tyrans se font renverser pour laisser place à de meilleures personnes ou parfois à de pires. Les Jeux olympiques, un événement d'une ampleur mondiale de nos jours, n'a pas commencé en étant si connu et reconnu. Au départ créé par Zeus, le dieu du tonnerre, pour célébrer sa victoire sur le roi des Titans, Cronos, la première date de ces Jeux serait en 776 avant Jésus-Christ. Mais on sait que les premiers Jeux ont eu lieu bien avant cela. Selon l'histoire, le roi grec Iphitos instaura les Jeux pour éviter les guerres et les dissidences. Malheureusement, en 374, l'empereur Théodore décida de les abolir, car il voyait en eux un héritage païen archaïque. Alors qu'aujourd'hui, les Jeux sont une manière d'être contre les plus grands, avant ils ne comptaient qu'une épreuve et le gagnant ne gagnait qu'une branche de pommier, mais avec le temps, les récompenses changèrent pour une couronne de laurier et de belles sommes d'argent. De plus, la tradition de faire les Jeux tous les 4 ans se tient des tout premiers, mais pas de celle de faire des Jeux d'hiver. En 507 avant Jésus-Christ, le monde est gouverné par des souverains qui sont par définition des despotes dictateurs, car ils ne sont pas nécessairement le choix des citoyens qui subissent leur folie ou qui vivent en paix si le roi est bon. Ce n'était pas le cas de la famille de Clisthène, qui ont dû subir la méchanceté de plusieurs rois. L'homme, qui était fatigué d'être sous la coupe de dictateurs, a décidé de se battre pour la liberté. Il a fini par créer une thèse qui mettra les bases de la démocratie athénienne. Cette thèse fait que les souverains sont choisis par le peuple et non par leur lignée ou par une minorité. De plus, ces souverains perdent la quasi-totalité de leurs pouvoirs qui sont retournés au peuple pour que celui-ci prenne des décisions. Avec le temps, ce système a évolué et est devenu un des systèmes les plus reconnus et utilisés dans le monde. Plusieurs connaissent l'histoire des 300 Spartiates qui, à eux seuls, réussirent à ralentir une armée de plus de 2500 hommes qui étaient prêts à mourir pour le roi. Eh bien, la vérité est quelque peu différente. Le roi de Perse, Xerxès, dans le but de venger son père Darius, a monté une armée de plus de 2500 hommes pour envahir la Grèce. Les Athéniens, qui étaient aux prises avec leur flotte, ne pouvaient arrêter les fantassins. Donc, ils ont demandé aux Spartiates de commander des troupes au sol pour stopper les Perses. Léonidas, qui était le roi de Sparte à l'époque, a réussi à réunir 7000 personnes, dont 300 Spartiates, un nombre littéralement minuscule. Pourtant, pendant les 2 jours que Léonidas et son armée se sont battus contre les Perses, aucun des hommes ne déserta, et lorsque Léonidas combattit pour la dernière fois avec ses Spartiates, il dut ordonner aux Thébains de fuir pour qu'ils survivent. Malgré la défaite de Sparte sur le champ de bataille, la Grèce a su repousser les Perses, et ce, grâce au sentiment d'unité qui habitait maintenant les peuples de ce pays. 436 ans plus tard,
Rome est une ville prospère qui a pour empereur Jules César. César est un homme bon qui gouverne la cité avec justesse et bon cœur. Même si plusieurs avant lui ne se souciaient que très peu des pauvres, il essayait le plus possible de les aider en passant des lois et en leur montrant que tout est possible. Pourtant, malgré le fait que la ville l'aimait tout particulièrement, les nobles, eux, ne voulaient pas que les citoyens aient autant de pouvoir et que les pauvres puissent être aussi puissants qu'eux. Ils voyaient en César un homme mauvais qui ne regardait pas dans la bonne direction, dans la leur. Un jour, lors d'un sénat, ils décidèrent d'intervenir. César ne pouvait plus être de ce monde. Les nobles ont donc fait un plan pour que Marc-Antoine, le bras droit de César, quitte la salle et que la voie soit libre. Puis ils attaquèrent. César ne put rien faire et mourut dans la salle du Sénat. C'est en 3047 que l'une des pires épidémies frappe le monde, l'épidémie de la peste noire. Elle a commencé dans une bataille entre les pillards de la Horde d'Or et la ville de Caffa. Dans le but de contaminer la ville, les pillards utilisèrent la toute première arme biologique, des corps pestiférés des personnes touchées par la peste. Bien entendu, il est impossible de contrôler un virus. Il a sa volonté propre, celle d'infecter et de prospérer. Et donc, en moins de 4 ans, le 3/4 de l'Europe était décimé par le virus que plus rien n'arrêtait. La peste noire était aussi appelée la peste bubonique en raison des bubons qu'elle créait sur les victimes. Bubons qui étaient, ironiquement, la seule solution contre la peste. Encore aujourd'hui, on en repense en frissonnant et en espérant que notre corps évolue bel et bien plus vite que le virus. En 1453, le sultan Mehmed II attaqua et prit la ville de Constantinople. La ville fut mise à feu et à sang par un jeune homme de 20 ans qui avait une volonté de fer et qui voulait aussi plaire à un peuple qui ne l'avait pas tout à fait accepté. À cette époque, Constantinople était l'une des plus grandes villes et des plus belles villes de ce monde. Sous le règne de Mehmet, la ville devient un arbre de beauté et de puissance, car, malgré la croyance générale, les musulmans étaient l'une des plus grandes religions et une des civilisations les plus avancées. De plus, la prise de la capitale était plus qu'un simple jeu de pouvoir, car en la prenant, le sultan a signé l'arrêt de mort de l'Empire romain byzantin, le plus fort des deux empires. Pourtant, il permit à Christophe Colomb de trouver l'Amérique. En 1492, l'ouest de l'Europe se lance dans une course à la découverte. La France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal décident de cartographier le monde et en même temps de se faire des pays pour une possibilité de colonie. L'Italien Christophe Colomb est l'un de ces explorateurs qui part à la conquête du monde. Colomb part en 1492 de l'Europe dans le but de trouver une route sécuritaire vers l'Inde, car les Turcs ont repris Constantinople aux musulmans et ils ont mis une taxe beaucoup trop grande pour passer avec des marchandises. Donc, Colomb part avec 3 bateaux vers l'ouest, car il croit que si le monde est rond, faire le tour est possible. Il y a un problème par contre, l'Amérique, sur laquelle Colomb s'arrête en pensant que c'est l'Inde. Cet événement a eu des répercussions les plus grandes, car si Colomb aurait suivi la ligne de Magellan et passé par l'Afrique, l'Amérique n'aurait peut-être jamais été trouvée. En 1939, Adolf Hitler, le Führer d'une Allemagne pauvre et détruite par la Première Guerre mondiale, envahit Prague et commence à attirer l'attention des Alliés. L'envahissement se fait sans aucun mort, et donc la vie reprend son cours normal. Puis, il décide d'envahir la Tchécoslovaquie. Malheureusement, le dit pays ne souhaite pas se faire annexer à l'Allemagne. Suite à un siège et à des combats destructeurs, les Tchèques se rendent et la Deuxième Guerre commence vraiment. La Deuxième Guerre mondiale est l'une des pires choses créées par les êtres humains qui soient arrivés sur Terre. Plus de 72 millions de morts, ou plus de 3% de la population mondiale. Cette guerre a duré 6 ans et n'a pu être arrêtée qu'en créant plus d'hostilité, de morts et de désolation. Malgré tout, la Deuxième Guerre mondiale a permis au monde de voir ce que nous pouvons créer et a ralenti les ardeurs de plusieurs tyrans. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, les forces alliées se séparèrent, puis retournèrent à leur occupation habituelle. Pourtant, les États-Unis et l'URSS étaient encore en guerre. Une guerre sans armes, mais tout aussi destructrice pour la société qui l'habite. Bien entendu, il n'y aura pas de mort directe à cause de cette course à l'armement et à la conquête de l'espace. Car oui, après la guerre, les deux puissances veulent savoir qui est vraiment le meilleur pays.
L'URSS réussit un coup de maître en envoyant la première sonde et le premier être vivant dans l'espace. Malgré cela, leur but premier est d'envoyer un être humain dans l'espace, puis sur la Lune. L'URSS réussit l'exploit de faire le premier en 1961 avec Yuri Gagarin, qui part à bord de Vostok 1. Pourtant, l'événement qui mit fin à la guerre froide fut l'alunissage de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin. Depuis ce moment, la station spatiale a été créée et le monde a, au moins, réussi à travailler en équipe. 2009, 20 janvier. Une date importante pour les États-Unis qui décident de changer l'opinion générale qui font d'eux des personnes stéréotypées. Leur 44e président est un homme de famille africain-américain. Barack Obama est le premier président noir et il a même réussi à obtenir un deuxième mandat. Le fait que, pour la première fois de l'histoire, les États-Unis aient un président noir montre que, malgré toutes nos différences, tout reste possible.